Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Thomas et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre le rôle que jouent les humains, et notamment les travailleurs du clic dans l'entraînement et le développement des technologies d'IA. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, revenir un petit peu sur ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser à cette question des travailleurs du clic et de leur rôle dans les systèmes d'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation, Clément. Alors moi, actuellement, je suis doctorant à l'Institut polytechnique, de Paris, sous la direction d'Antonio Casilli et de Corinne Bercher-Chaptal. Je travaille sur, la reconnaissance des travailleurs de l'intelligence artificielle par les agences de protection des données. En fait, moi, j'ai une expérience en tant qu'ancien travailleur du clic. Donc c'est de là qu'est parti, mon intérêt pour cette question. J'étais un peu de l'autre côté de la barricade, au départ, ayant eu une expérience concrète de ce que ça voulait dire, et ayant rencontré les bonnes personnes et aussi avec, mon parcours de sociologue, je me suis dit que c'était, le sujet, le plus intéressant, pour, faire une thèse en fait, par la suite. Et c'est donc, ce que je fais depuis, environ, 1 an et demi. Travailleurs du clic, c'est un terme qu'on entend, on voit un petit peu, mais concrètement, ce que ça recouvre, en fait, qui Oui. sont ces travailleurs du clic et peut-être qu'est-ce qui c'est quoi le métier? Alors, je sais pas si c'est un métier, mais en tout cas, ce rôle de travailleur du clic, ça Oui. recouvre quoi comme réalité, en termes de tâches quotidiennes? Et si tu as Alors des exemples? alors, de manière concrète, un travailleur du clic, ça peut être par exemple un modérateur de contenu pour Facebook, ça peut être quelqu'un qui, a se créé un compte sur une plateforme, de travail. Ça peut aussi être, un chauffeur Uber, voilà. Donc ce sont, des activités qui sont effectivement pas nécessairement reconnues comme du travail. Ça passe souvent par des intermédiaires, qui sont des plateformes, et dans le cas, de l'intelligence artificielle, ce sont des personnes qui font de l'annotation de données. Donc en fait, dans le contexte actuel, de production d'intelligence artificielle, notamment pour les LLM, les modèles de langage, très grand, très très large, comme par exemple ChatGPT, eh bien, il faut, en fait, une partie de travail humain. Donc ça, dans la boucle, ils appellent ça, ça correspond à l'acronyme RLHF, Reinforced Learning Through Human Feedback. Donc il y a des moments où, par nécessité, il va falloir qu'il y ait, des humains qui fassent, l'expérience, d'un contexte particulier. Par exemple, lorsqu'on parle de ChatGPT, il suffit pas, de présenter, au modèle, d'IA une grande quantité de données et puis ensuite on a le résultat tout prêt. Ça a déjà été expérimenté par le passé et ça crée des résultats désastreux. Il faut, il faut déjà, dans un premier temps, ce que les ingénieurs appellent du fine tuning, donc c'est-à-dire de l'ajustement des paramètres, des poids relatifs, dans, dans le modèle, et ensuite il y a, effectivement cette partie, de, reinforced learning through human feedback. Donc voilà, Antonio Casilli, qui est mon directeur de recherche, a co-publié un article il y a quelques années, qui est très, très connu dans le milieu et qui, résume, la question en disant qu'il y a 3 grands types de rôles pour les travailleurs du clic. Il y a l'entraînement, il y a la correction et puis il y a l'imitation. Ce qui ne veut pas dire forcément que ces rôles soient, différents dans le temps. Mais l'entraînement, c'est dans la phase voilà, dans la phase d'entraînement de l'IA. La correction, c'est dans la phase de déploiement, une fois que le modèle a déjà été sorti et qu'on se rend compte que, par exemple, dans certains contextes, ChatGPT est en train de dire des choses, qui sont inacceptables, au vu de l'entreprise qui le produit. Donc par exemple, c'est un produit commercial, donc ça ne va pas trop si, lorsque quelqu'un dit, «J'ai envie de me suicider», l'IA répond en disant, 10 meilleur les 10 meilleures méthodes pour se suicider sont les suivantes. Il faut bien qu'il y ait à un moment ou à un autre, une supervision humaine pour se rendre compte, premièrement, qu'il y a un problème à tel endroit et puis ensuite que c'est pas vraiment ça qu'il faudrait que ça réponde. Donc de manière concrète, il va y avoir des gens, heu, qui, vont, corriger cette partie. J'aimerais bien qu'on s'arrête 2 minutes sur, l'exemple que tu cites de ces 3 rôles ou de ces 3 moments où il va y avoir une intervention humaine.
et en continuant peut-être de filer l'exemple de Oui. ChatGPT. Mais justement, du point de vue du travailleur du clic, quelles sont les actions et comment ça se passe pour lui, à la fois dans cette phase d'entraînement, dans la phase de correction et l'imitation? Voilà, si on devait reprendre l'exemple de ChatGPT et de se placer du point de vue de la personne, donc ce travailleur du clic qui va être amené à faire des actions, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il a à faire concrètement, pendant ces 3 phases? Oui, alors en fait, peut-être que se contenter de parler de ChatGPT n'est pas forcément la meilleure idée parce que c'est quand même, une activité qui est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup, aussi d'analyse visuelle, donc voilà, ça passe aussi par de la segmentation d'images, ça peut servir, voilà, pour des algorithmes de reconnaissance, faciale parfois. Ça peut être aussi pour de l'entraînement de véhicules, dits autonomes, ce genre de choses. Donc, si on prend l'exemple d'un véhicule autonome, la phase d'entraînement, ça va être, bah, en fait, la phase d'entraînement et de la co et de correction vont se ressembler maintenant. Parce que en fait, ça va être des personnes qui vont voir des images, des vidéos, issues des caméras qui viennent d'une voiture, dite autonome, en train de, voilà, de circuler sur une route et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, cliquer littéralement. Ils vont avoir une interface sur laquelle ils vont détourer, par exemple, les personnes, les passages piétons, un certain nombre de choses et ensuite ils vont les étiqueter. Ils vont mettre un mot-clé correspondant, en fait et donc ce travail se répète, des millions et des millions de fois afin de présenter suffisamment d'exemples, au modèle d'IA afin qu'ils finissent à peu près par comprendre, et encore, enfin, c'est c'est laborieux, hein, pour qu'ils finissent par comprendre à peu près ce que la voiture est censée faire. Ah là, il y a un piéton, donc il faut ralentir, voilà. Donc voilà, ça c'est le travail d'entraînement et de vérification. La vérification dans ce cas-ci, c'est à peu près la même chose, hein. Ça sera donc une vidéo, à détourer, voilà. Et quant à l'imitation, qui est une activité qui est un peu différente, c'est en fait le moment où, il y a des humains qui se font passer pour une IA. Ça, c'est un cas assez particulier. Donc dans ce cas-là, régulièrement, ce qui est constaté, c'est que ce sont par exemple des entreprises qui ne fabriquent pas de modèles d'IA ou qui n'y sont pas encore et qui sont pourtant en train de vendre un système, enfin, ils sont en train de vendre un produit, qu'elles, disent être automatisé. Donc l'exemple classique, ce sont des travailleurs à Madagascar, qui sont, en train de regarder des flux vidéo en temps réel, de caméras en France de personnes dans des supermarchés et en fait, l'entreprise à ce moment-là, ce qu'elle a vendu à son client, c'est un système automatisé de surveillance qui lui signale lorsqu'il y a quelqu'un qui, serait en train de faire du vol à la tire. Donc en fait, ça n'est pas, des algorithmes, ce sont des humains, qui, lorsqu'ils voient quelque chose de suspect, vont cliquer sur un bouton. Voilà. Donc à ce moment-là, l'idée, c'est que, si c'est une entreprise qui authentiquement est en train de chercher à créer un modèle d'IA, alors, à ce moment-là, il devrait y avoir une sorte de collecte des données dans ce travail-là. Si ça n'est pas le cas, si c'est une start-up ou je ne sais quoi, qui n'a pas les moyens, d'aller jusque-là et bah, effectivement, bah, c'est difficile de dire que c'est autre chose qu'un mensonge, quoi. Voilà, donc ça, ce sont les 3 grands rôles. Le travail d'annotation des données au préalable, avant le déploiement d'un système, la vérification avec, des données qui ont été collectées par le système dans son environnement et enfin, voilà, l'imitation où c'est, des humains qui se font passer pour des machines. C'est sur l'imitation, c'est un peu, ce qu'on avait entendu quand, Elon Musk avait présenté ses robots, C'est exactement ça, effectivement, ça c'est un assez bon exemple. Elon Musk est coutumier du fait. Il y a, bah, ce n'est pas le seul, hein. Enfin, je veux dire, Google avait aussi sorti à un moment une vidéo, il me semble fin 2023, sur Gemini. C'était une vidéo qui était puissamment édité, mais qui semblait démontrer que l'ère de l'IA, générative multimodale était arrivée et qu'il était possible donc, simplement par un échange avec comme un échange simple avec un assistant vocal, d'avoir un modèle qui vous produisait de la vidéo, de l'audio, des photos, qui était capable de faire des choses hallucinantes, extrêmement impressionnantes et en réalité, il s'est avéré que tout ça n'était qu'un montage, heu, donc il y a beaucoup d'esbroufs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même te garder à l'esprit, hein.
Voilà, ça, c'est ce que disent, Thibaut Prévost, dans Les Prophètes de l'IA. C'est ce que dit aussi, Émile Torres, et ce que disent Émile Torres et Timnit Gebru sur, l'idéologie TESCREAL. Donc ça, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a une part quand même, hem, de, messianique, de fantasme aussi là-dedans, quoi. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle générale, de modèles qui arrivent à quelque chose qui, s'approche de la conscience humaine, enfin, c'est quelque chose de là là on se rapproche plus de la science-fiction, que de la réalité. Ouais, j'imagine qu'il y a quand même il y a beaucoup d'argent en jeu, donc forcément, c'est important aussi de convaincre des investisseurs, de raconter des histoires, qui donnent envie d'y croire, quoi, donc Tout à fait. Mais je voudrais juste ajouter un truc là-dessus, c'est qu'OpenAI continue de perdre de l'argent à l'heure actuelle, alors que, ils se sont déclarés, donc voilà, à la fin de l'année dernière, à la fin de 2024, ils avaient déclaré qu'ils avaient un revenu. Alors, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais il me semble que c'est quelque chose de l'ordre de, un revenu de 4 milliards annuels, 4 milliards de dollars, et des dépenses à hauteur de 6 milliards de dollars. Et Sam Altman avait déclaré à ce moment-là qu'il pourrait augmenter le prix, d'accès à ChatGPT version professionnelle, que ça devrait être plus que 200 $, et que voilà, il était en train de faire une fleur et je ne sais quoi. Et à ce moment-là, ils ont aussi déclaré que suivant leur modèle économique, voilà, suivant leurs projections, ils arriveraient à l'équilibre à l'horizon 2030, il me semble, lorsqu'ils seraient en train de générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 milliards de dollars pour des dépenses qui tourneraient autour de 10 ou 11 milliards. Donc c'est ça en fait leur idée. Parce que, ChatGPT a des coûts aussi énormes, des coûts en termes de serveurs, des coûts en termes de puissance, de calcul, voilà. Ça représente des dépenses gigantesques. Et donc parmi leurs investisseurs, ils sont constamment en train de lever à nouveau des fonds et des fonds et des fonds. Enfin c'est un truc, c'est un gouffre financier à l'heure actuelle. et j'aimerais bien te poser une autre question, justement sur ce rôle de ces travailleurs du clic dans, les systèmes d'IA. Une question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'on vend beaucoup, autour de l'IA, et de plus en plus aujourd'hui avec l'IA générative, mais cette question de l'automatisation où grâce à l'IA, on n'aura plus besoin de travailler, on va pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Ce et comme si finalement c'était la machine qui allait faire à notre place. Ce que je comprends dans ce que tu décris, c'est que finalement, certes, on va pouvoir automatiser certaines choses grâce à des algorithmes d'IA. Pour autant, pour pouvoir produire et maintenir ces algorithmes d'IA, on a quand même besoin d'humains Ouais. sur des, métiers, qui sont, peu rémunérés, peu visibles, peu réglementés. Est-ce qu'on peut imaginer demain, des algorithmes d'IA qui auraient pas besoin de ces travailleurs-là pour être entraînés, pour être, maintenus avec d'autres Alors architectures ou pas du tout? Quel que soit en fait, bon, alors ça, c'est une affirmation. Moi, je fais partie des gens qui pensent que non. Après, c'est l'avenir qui va nous le dire. Simplement par la manière dont sont constitués, les modèles d'IA, à l'heure actuelle. Et ils ont besoin d'énormément de données, donc ils ont besoin de toujours en collecter davantage. Ce qui pose problème aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, étant donné que, voilà, tu fais de la collecte de données sur internet, tu fais du scraping, tu récupères, tous les textes, toutes les photos, machin, mais qu'en même temps, il y a de plus en plus de contenu généré par de l'IA. Bah, il y a un peu la question de, la maladie de la vache folle qui se pose, en fait. Est-ce que, les modèles d'IA entraînés sur des données d'IA, sont toujours, performants? Et il y a quelques articles de recherche qui sont sortis l'année dernière qui ont tendance à faire penser que c'est une assez mauvaise nouvelle, en fait, que, il faut des données, produites par des humains, pas des données produites par des IA. Donc ça, c'est la première chose. Il faut nécessairement beaucoup, beaucoup de données. Il en faut de plus en plus, il en faut constamment et puis en plus, il faut mettre à jour tout ça. Parce que, enfin voilà, par exemple, pour le vocabulaire évolue, le vocabulaire des humains évolue, donc il faut, voilà, en tenir compte et donc ça veut aussi dire qu'il y a toujours une partie de travail d'actualisation, qui nécessite, la mise en forme, par des humains. Ce qui était acceptable à un moment ne le devient plus. Le La connotation d'un mot devient très différente d'un moment à un autre. Avant, 2020, lorsqu'on disait corona, ben, on disait, que c'était la bière
Et maintenant, après, la pandémie, bah, c'est le coronavirus, voilà, ça connote des choses différentes. Hem Et tout ça, ben, il continue d'y avoir besoin, de travailleurs. Sur le fait que, l'IA automatise des choses, moi je pense qu'il faudrait arrêter de dire que, l'IA va remplacer des humains. Pour moi, l'IA ne remplace pas le travail humain, elle déplace les travailleurs. Et en fait, il y a un projet politique derrière qui est quand même assez clair. Donc et là-dessus, peut-être qu'on peut faire le parallèle avec l'ubérisation. La des C'est le remplacement d'activités salariées rémunérées avec, un statut, avec un contrat, avec des garanties sociales dans des pays où, voilà, il y a des revenus qui sont garantis, donc des pays, «du Nord» entre guillemets, l'Europe, voilà, par exemple, qui sont remplacés par, du travail précaire, extrêmement précaire, mal payé, qui mettent des gens en situation de dépendance dans d'autres pays du Sud. Donc pareil, là, l'exemple, type, c'est, Madagascar. Donc il y a eu, l'année dernière une lutte qui était assez intéressante, à c'était, la boîte s'appelle Onclusive. Donc Onclusive, c'est une boîte qui fait de la veille stratégique pour, le compte d'un certain nombre de clients. Et Onclusive a été racheté par un investisseur américain. Et donc ils se sont dit que ce qui serait malin, ce serait d'annoncer que, ils allaient faire appel à l'IA au moment d'un plan de licenciement. Le plan de licenciement, qui consistait à virer, je sais plus si c'est 40 ou 60 des effectifs sur 300 personnes, réparties, pour la plupart en France et dans un ou 2 pays du Maghreb. Et donc en fait, en creusant un petit peu, il s'est avéré que la proposition de solution d'Onclusive, d'IA, c'était de passer par une boîte, par un sous-traitant qui allait employer des gens à Madagascar, mais qui seraient payés beaucoup moins pour faire à peu près la même chose, au moins dans un premier temps, le temps de passer à un modèle d'IA, qui permettrait de remplacer les personnes qualifiées, compétentes, avec, beaucoup d'ancienneté, de chez Onclusive. Donc c'est ça qui se passe. Ça ne revient pas à dire que, ça ne marche pas et ça ne sert à rien. Voilà. Ça revient à dire que la manière dont c'est, employé à l'heure actuelle, cherche à permettre de faire des économies sur le dos des travailleurs. Voilà. Et vraiment, je dis ça de la manière la plus, enfin, ça reste très, comment dire? Heu C'est juste un constat, quoi. C'est même pas à ce stade, c'est même pas une interprétation, on va dire politique de la chose. C'est que c'est comme ça que ça se passe et voilà. Hem, on pourrait se dire que, bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait des travailleurs de Madagascar ou de Colombie, qui font de la en Colombie, il y a de la modération de contenu pour TikTok, ou au Kenya, des gens qui ont fait de la modération de contenu pour Facebook. Hem qui fassent ce travail-là parce que bon, peut-être que ça permet, de faire des transferts de revenus et je ne sais quoi. Mais ils sont payés très, très mal. Ils se retrouvent dans des conditions de travail enfin voilà, qui sont déplorables, avec une dépendance, très, très forte à l'égard de leur employeur. Et à ce moment-là, on se retrouve, à décrire des situations de travail qui, ressemblent furieusement à, d'autres qui sont, enfin voilà, du 19e siècle. Voilà, parce que, il y a pas de garantie de travail, par exemple, c'est du travail à la pièce. Donc, quand un projet se termine et ben, les gens se retrouvent dans les limbes à ne pas savoir, s'ils vont réussir à gagner de l'argent pour, voilà, pour vivre. Il peut s'avérer qu'il y a des gens qui travaillent, pendant des heures et des heures comme des forcenés. Lorsqu'on est payé correctement, et qu'on est en Union européenne, bon, bah, ça va, on peut gagner un revenu décent. Mais lorsqu'on est, dans un pays d'Afrique, le plus souvent, bah, ou ou dans des pays d'Asie du Sud-Est aussi, ou d'Amérique latine, et ben, c'est dur, quoi. C'est dur parce que, ces plateformes et ces entreprises, ne se privent absolument pas d'exploiter ces travailleurs, en leur proposant des sommes, parfois dérisoires. En jouant sur le fait que, en fait, sur le fait que c'est un marché planétaire. Ça veut dire que les travailleurs du Venezuela, parce qu'ils sont au Venezuela, pas pour autre chose, sont moins bien payés que les autres. Ou alors parce qu'on va leur attribuer,
également, un certain nombre d'adjectifs. Donc les travailleurs du Venezuela vont être réputés moins bons que les autres, et puis éventuellement, ça peut mener à des situations où on essentialise même, voilà, des nationalités, quoi. Tu as évoqué, pas mal de pays où justement on externalise ce travail-là. Je sais pas si c'est le bon terme, mais qu'on pourrait classer un peu dans le sud, dans les pays du sud. Et en tout cas, moi, en préparant cet épisode et puis ce que je constate, c'est que la question de ces travailleurs, elle est, relativement peu visible, peu, présente dans les discussions sur l'IA, en tout cas en Occident. Je constate pas que ça soit un sujet qu'on prenne à bras le corps, où il y a même plein de gens, je suis sûr, qui sont même pas conscients finalement que, pour entraîner ces modèles, on a besoin de travailleurs du clic qui vont travailler dans des conditions précaires. Et même parfois dans les entreprises. Je lisais un article, je crois récemment, alors je me rappelle plus de l'entreprise américaine, mais justement où on avait des ingénieurs dans la Silicon Valley qui travaillaient, je crois, avec des gens aux Philippines, et ils organisaient, des, learning expeditions, aux Philippines pour essayer de créer du contact avec ces travailleurs-là, pour déculpabiliser aussi d'une certaine façon, ces, ingénieurs dans la Silicon Valley qui gagnaient des centaines de milliers d'euros, alors que leurs homologues, philippins, par exemple, touchaient des sommes beaucoup plus faibles. Mais bon, voilà, une fois qu'on avait fini ce voyage, on rentrait dans son petit cocon dans la Silicon Valley et puis on oubliait un peu tout ce qui s'était passé. Comment, toi, tu t'expliques le fait que, cette question-là soit finalement très peu présente dans le débat? Est-ce que c'est lié, à quelque chose de structurel ou, est-ce qu'il y a une volonté un peu délibérée, des entreprises, de pas trop en parler parce que, bah, forcément en termes d'image, ça peut être peut-être un peu négatif et ça amènerait peut-être aussi à questionner, les promesses d'une IA générale, de tout automatiser. Si on se rendait vraiment compte de, bah, concrètement comment c'est fait et peut-être qu'en fait ça donnerait pas si envie que ça. Si tu dis, on a des travailleurs du clic qui se retrouvent à travailler comme au 19e siècle, en termes de progrès, on fait mieux. Oui, bah, c'est les 2. C'est à la fois quelque chose de structurel et c'est à la fois une volonté, délibérée, tenter de dissimuler, les choses. Je vais prendre, le deuxième point d'abord parce que, même si c'est important, ça me semble moins important que le premier. Er Donc, il y a effectivement à la fois, des enjeux publicitaires et commerciaux pour essayer de montrer que, ça c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, plus largement dans le domaine, du numérique. Montrer que l'IA, ben, c'est quelque chose, d'intangible, c'est quelque chose, d'immatériel. Il y a aussi, beaucoup, de technosolutionnisme, en fait, aussi. C'est ça l'idée quand on écoute, Sundar Pichai, qui est, le PDG de Google, ou bien celui d'OpenAI, ou bien Elon Musk, heu, ou bien Mark Zuckerberg. Ils ont tous l'air de penser que, ben, voilà, plus du numérique, plus des outils qu'eux développent dans ce système économique, duquel ils profitent, bien plus que les autres, hem ils réussiront à apporter des solutions bah, qui qui seront bonnes pour l'humanité entière. Donc ça, c'est du technosolutionnisme. Quand on est, dans, cette idéologie, qu'on a sauté à pieds joints dedans et qu'on s'en est imbibé, alors à ce moment-là, on se dit même des choses et ça, c'est ce que décrivent, Émile Torres et Timnit Gebru dans leur article, l'idéologie TESCREAL, et bien, alors à ce moment-là, on cesse de penser au à ce qui se passe à l'heure actuelle et on commence à réfléchir en millions d'années. On se dit que, le futur, c'est que pour le bien de l'humanité du futur, alors il faut que rien ne les empêche de poursuivre, dans leur voie, et c'est aussi ce qu'a dit Elon Musk d'ailleurs de manière, au moment de faire ses 2 saluts, nazis, au moment de l'intronisation de Donald Trump, il a dit, «Vous avez sauvé, le futur de l'humanité». C'est ça qu'il a dit juste avant, qu'on voit cette vidéo qui a été largement repartagée. Hem, hem, Parce qu'il disait que pour lui c'était, une affaire existentielle. L'élection de Donald Trump, permettait de sauver, le futur, ce futur fantasmé, avec des milliards d'êtres humains qui vont coloniser, le reste, enfin qui vont coloniser l'espace, avec des êtres humains, qui vont être dématérialisés à leur tour parce qu'on va créer des consciences humaines, dans des systèmes, complexes, enfin voilà, numérisés en fait, et donc pour le bien de ces milliards de consciences humaines à venir dans des milliers d'années, il est absolument essentiel,
de laisser tomber tout le reste. Donc la lutte contre le réchauffement climatique, les inégalités sociales, tout ça, on s'en fiche, quoi. La priorité, c'est la priorité absolue dans ce contexte, c'est de développer à tout va ces systèmes d'IA. Parce que c'est le premier pas vers une IA générale qui serait en mesure de résoudre tous les problèmes qu'on connaît à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui me semble beaucoup plus important, et qui donc relève effectivement de conditions générales de l'organisation économique et politique globale, c'est qu'on est dans un modèle d'échange inégal. Donc ça, c'est Jason Hickel, qui est un économiste en particulier, qui a écrit sur ces questions-là à l'heure actuelle. Et donc, en fait, des solutions qui sont essentielles afin de créer ces modèles d'IA. Donc là, jusqu'à présent, on a parlé un peu du travail, mais quelque chose dont on ne peut pas se passer non plus, ce sont des ressources minérales. Et les ressources minérales, bah, c'est pareil, c'est un domaine dans lequel l'exploitation est très présente. Ce sont des travailleurs du Sud global qui sont en train de creuser pour sortir du nickel, du cobalt, voilà, des matières premières essentielles qui vont ensuite être transformées et en fin de circuit vont servir à créer des ordinateurs, des chips, des cartes graphiques, etc., etc., etc. Donc voilà. Et c'est la même chose aussi pour le travail d'entraînement des intelligences artificielles. Ce sont les pays du Sud qui fournissent le plus gros contingent de travailleurs. Ça ne veut pas dire que dans les pays du Nord, on ne trouve pas aussi des travailleurs qui sont similairement précarisés. Mais en tout cas, c'est bien en fait une situation d'échange inégal. On pourrait même aller jusqu'à dire, si on veut voilà, lui attribuer une connotation négative, dire que c'est du pillage, quoi. Voilà. J'ai lu en préparant l'entretien, je crois que c'est un article que tu avais partagé du Guardian, parlait de travailleurs kényans qui avaient été modérateurs pour Meta, et qui avait fait une action en justice, si je dis pas de bêtises, et qui souffrait de stress post-traumatique, qui est un syndrome qu'on retrouve en général plutôt chez des soldats ou des personnes victimes de guerre ou d'actes terroristes. Comment on explique que des travailleurs du clic, enfin des gens qui sont, si je caricature, assis derrière un bureau à travailler sur un ordinateur, peuvent souffrir de ce type de pathologie, et si on élargit un peu le spectre, plus globalement, quelles sont les conséquences qu'on observe de ces modèles de travail sur les individus ou sur les communautés en fait dans lesquelles ils évoluent? Bah, c'est difficile de répondre en un seul coup parce que ça représente quand même une force de travail qui est majeure. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Mais pour le cas des travailleurs kenyans, c'était quand même un cas d'exploitation vraiment très poussé. Les modérateurs de contenu pour Sama Source au Kenya, leur boulot consistait à modérer ce que Facebook appelle des marchés, donc des zones géographiques, parfois très, très larges. Et donc, ils étaient très peu nombreux. Donc, parmi les choses qu'on peut reprocher à Facebook, c'est que pendant longtemps, et même à l'heure actuelle, ils ont pas embauché ou embauché très peu de personnes pour gérer, modérer les contenus d'un grand nombre de pays, en fait, qui considéraient pouvoir ignorer. Donc voilà. Pour des modérateurs de contenu pour les États-Unis ou pour l'anglais, ben, il y en a. Des modérateurs de contenu pour l'Europe ou par exemple la France, bah oui, parce que en fait, à ce moment-là, bah, il y a voilà, ce sont des pays où il y a des régulateurs et puis c'est aussi une question de réputation. Par contre, on l'a appris qu'ils en avaient, ils s'en fichaient, quoi. Donc ce sont des travailleurs qui se retrouvent à gérer voilà, des dizaines de millions, enfin des millions de personnes alors qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et donc leur travail toute la journée, c'était de voir des images, des vidéos, des contenus violents, extrêmement violents, le plus violent qu'on puisse s'imaginer. Voilà, donc en fait, il y a tout, c'est aussi ça, c'est qu'on a des expériences d'internet qui sont totalement différentes selon qu'on soit un Européen, ou latino-américain, par exemple. Hem et au début,
Au début de l'histoire de Facebook, il y avait beaucoup moins de modération également. C'était relativement facile, je dirais, à mon avis, de trouver des images ou des vidéos qui seraient considérées comme inacceptables selon les conditions d'utilisation de Facebook. Et ça, je parle de la France, je parle de l'Europe. Bon, bah, il y a des pays où c'est encore le cas à l'heure actuelle. Donc, loin de moi l'envie de faire des descriptions très graphiques du contenu de ce travail, mais il faut bien avoir à l'esprit que c'était des choses qui étaient, c'était, gore, extrêmement gore. Ce sont des choses qui, sont difficiles à regarder ne serait-ce qu'une fois et eux, leur travail consistait à faire, des centaines à traiter des centaines de requêtes par jour. Donc moi, j'en ai interviewé. Il y en a qui ont décrit des contenus extrêmes qui m'ont décrit en personne des contenus extrêmement violents et qui m'ont décrit aussi les effets que ça avait sur leur psyché. Ça veut dire que, ce sont des gens qui se retrouvent à faire des cauchemars ou à faire des insomnies, qui se retrouvent à commencer à, boire, ou développer des addictions pour essayer de cesser de voir ces images, parce que ça au bout d'un moment, ça devient trop. Il raconte, des situations, vraiment effrayantes. Tout ça, c'est reconnu, hein, dans la médecine du travail en France, par exemple. Ça s'appelle des risques psychosociaux et là, en fait, on est au degré ultime des risques psychosociaux en termes de contenu du travail. Sachant qu'en plus, il y avait un défaut absolu d'accompagnement de la part, de leur employeur, qui n'avait pas consacré les moyens nécessaires au fait d'embaucher, ne serait-ce qu'un psychologue, un vrai. Voilà. Mmh. Et donc cette situation-là c'est un cas topique en fait, c'est un cas, exemplaire, qui nous montre en fait, hem, qui nous donne une idée de la mesure de l'exploitation nécessaire à développer les systèmes d'IA tels qu'on les connaît à l'heure actuelle. Voilà. Et pour, pour continuer sur Meta, parce que dans l'actualité très chaude, Mark Zuckerberg a annoncé, la fin, enfin, en tout cas, en grande partie, de la modération sur ces plateformes, de la mise en place de notes, de communauté, sachant qu'ils emploient entre 20 et 30 000 personnes. Au regard de ton expérience ou, à ton avis, qu'est-ce que ça peut changer, et qu'est-ce que ça va changer en termes d'interaction sur les plateformes? Sachant que j'ai l'impression d'avoir compris qu'ils ont gardé des équipes de modération sur les contenus graphiques, mais qu'ils ont décidé de déplacer vers le Texas où on aurait des personnes moins, soumises à une idéologie particulière. Enfin voilà, la question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, ce que je comprends, c'est que, enfin, nous en tant qu'Européens, on a une expérience d'internet qui est très différente parce qu'en amont, on a des personnes qui ont filtré le contenu auquel on Ouais. va être exposé. Si on supprime tout ou partie de ces personnes qui filtrent le contenu, qu'est-ce que ça change en fait de notre expérience d'internet? Alors en fait, l'annonce de Zuckerberg, c'est pas exactement ça. Il dit pas qu'il va se débarrasser de la modération, il dit qu'il va se débarrasser du fact-checking et donc le fact-checking, pour ce que j'en ai compris, c'est des accords avec, des agences de presse. Donc c'est ce que ferait Libération, Le Figaro, Le Monde, voilà, en collaboration avec Facebook, qui mettrait, voilà, des sortes de corrections. Ça, apparemment, ça marche pas très, très bien, bon. C'est pas exactement, la même chose que, la modération du contenu, comme par exemple le fait de supprimer tous les contenus violents. Première chose. Deuxième chose, cette annonce ne s'applique qu'aux États-Unis parce que le Brésil a immédiatement réagi, y compris par la voix du président, brésilien et le Brésil a déjà réussi à tordre la main à Elon Musk, l'année dernière. Il me semble que c'était à peu près sur le même sujet, heu, par rapport à la modération sur, X, enfin sur Twitter. Hem, donc là, heu c'est un effet d'annonce, et ça veut dire que, Facebook est en train de modifier ses priorités, au sens où, désormais, il y a des choses qui vont être considérées comme acceptables qui ne l'étaient plus auparavant. Et en fait, en gros, ça revient à dire que Zuckerberg, là, a fini sa mue. Il a peut-être même décidé qu'il allait arrêter de se cacher, et que maintenant il allait embrasser ouvertement une idéologie réactionnaire et violente. Transphobe, éventuellement aussi homophobe, ce genre de choses. Maintenant, ça devient des choses qui sont acceptables. Donc, ça modifie effectivement notre expérience, enfin, ça modifie l'expérience des utilisateurs, Facebook. Parce que ça voudra dire qu'ils verront, des choses qui auparavant étaient considérées comme inacceptables, mais ne sont plus rangées dans ces catégories-là. Ça ne veut pas dire que la modération disparaît. Ça veut dire que, en fait,
Hem, le les catégories de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas sont modifiées par Facebook, par la plateforme. Hem et en fait, ça, c'est quelque chose d'éminemment politique. Ce que je trouve acceptable et ce que je ne trouve pas acceptable, c'est éminemment politique. Par ailleurs, il y a un rapport, il y a un article qui est sorti dans 404 Médias où, qui rapporte qu'en fait, des travailleurs de chez Facebook, parce qu'il y a évidemment parmi eux, des membres de la communauté LGBT, qui sont, très déçus et qui font va et qui font savoir ça en interne. Hem et donc, ça par contre, ça c'est modéré. Ça, c'est censuré. Voilà. En interne, les critiques sont, modérées et censurées. Donc ça ne signale pas du tout la disparition, de la modération, chez Facebook. Mmh. Ça signale simplement un tournant, conservateur, voire réactionnaire, quoi. C'est ça, hein, c'est un appel du pied de Zuckerberg pour, dire, à la nouvelle administration américaine, qu'il est de leur côté. Tu évoquais en te présentant que, tu avais été, travailleur du clic et tu as notamment joué un rôle dans, la révélation de certaines pratiques d'Apple qui, enregistraient, les conversations captées via Siri, donc l'assistant, vocal. Et récemment, Apple a signé un accord de 95 millions de dollars pour mettre fin à une action judiciaire, sans pour autant reconnaître qu'ils avaient, mal agi, fait des choses, condamnables. Est-ce que tu peux, peut-être revenir un petit peu sur cette affaire et peut-être les enseignements que tu en tires sur les pratiques des grandes entreprises technologiques? On peut parler d'Apple, mais il y en a nécessairement d'autres, en termes de traitement des données personnelles et de respect des réglementations, je pense au RGPD notamment. Bon, alors ça, c'était en lorsque ces révélations, sont faites par la presse, on est en 2019, donc c'était il y a déjà plusieurs années. Et moi, je travaillais effectivement, à ce moment-là, j'ai travaillé, un certain temps pour, un sous-traitant d'Apple, en Irlande où effectivement je faisais partie de ce contingent de personnes. C'est nombreuses, hein, c'est un contingent, assez large, en Irlande et dans d'autres pays d'Europe, qui écoutaient des enregistrements, captés par l'assistant vocal et les gens n'étaient pas au courant et c'était vraiment, bah, de manière très concrète à ce moment-là, on se voit on se rend compte que, ça ressemble quand même à un système de surveillance de masse, comme pourrait le mettre en place un une agence de renseignement, très peu scrupuleuse. Voilà. Donc, après, que ça soit à des fins relativement différentes ou à des fins commerciales, éventuellement, parce que ça, c'est de la spéculation, on ne sait pas exactement. Ou bien simplement comme il l'affirme, juste pour, améliorer la qualité de l'assistant vocal. Ce qui est une tautologie en soi, parce qu'on ne roule pas pour rouler. Hem, on voilà. Hem, En tout cas, en termes de pratique, là, à ce moment-là, il y a des questions fondamentales qui se posent en termes de protection des données à caractère personnel, de protection de la vie privée, de degré de conscience, des personnes, vis-à-vis des situations dans lesquelles elles se retrouvent. Mais bon, voilà, en fait, en gros, on peut ranger tout ça sous la grande catégorie, du capitalisme de surveillance, quoi. Voilà, parce que ces données collectées représentent, un gain, ça représente une valeur potentiellement importante pour les entreprises qui les captent. Elles se rendent compte, lorsqu'elles installent un micro et un assistant vocal que, enregistrer les gens et mieux capter ce qui est dit, voilà, par la voix, ça représente une source, ça représente un matériau de bien meilleure qualité que ce que, par exemple, on tape sur son téléphone ou ce que peuvent collecter des cookies ou ce genre de choses, parce qu'il y a moins d'intermédiaires numériques encore, eh bien, elles vont en profiter. Voilà, donc mais c'est aussi le cas d'Amazon, c'est aussi le cas de Google, Microsoft, ils ont tous été, pris la main dans le sac, au même moment. Donc c'est très clairement, des pour moi, il y a aucun doute sur le fait que ce sont des violations du RGPD. C'est vraiment, du RGPD et même, probablement du droit pénal, du droit national, parce que je ne sais pas dans quel pays et heu le fait d'enregistrer les gens à leur insu sans qu'on soit, heu, de la police mandatée par un juge est, considéré comme légal.
Donc ça témoigne d'une absence d'intérêt total de la part de l'Union européenne pour ces questions-là. Donc si on ne souhaite pas faire appliquer la régulation, si on ne souhaite pas faire appliquer le droit européen, quelle qu'en soit la raison, à ce moment-là, on n'est pas soumis au droit européen, on est soumis à une autre forme de droit. Peut-être même qu'on pourrait argumenter que, c'est soit le droit américain, soit le droit de ces plateformes-là, qui s'arrogent donc, le rôle de législateur en pratique, de ce qui est, acceptable ou non en termes de collecte et de traitement des données. Mais, donc ce cas-là est symptomatique de tout un tas d'autres. Donc il faut faire le lien d'un côté avec les révélations d'Edward Snowden en 2013, qui disait déjà à l'époque que le programme PRISM, voilà, qui était, l'un des programmes phares de l'agence, de surveillance dont il était membre, enfin, pour laquelle il travaillait, en tant que sous-traitant, la NSA, hem, en fait, la NSA collectait via Prism des données de, tous les acteurs majeurs d'internet. Donc ça concernait également Apple, YouTube, Google et cetera et cetera. Donc il y a tout à parier que ces accès continuent d'être, présents, possibles, faisables. C'est aussi la raison pour laquelle, Max Schrems, l'avocat autrichien, a réussi à faire tomber 2 fois les accords de transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis, précisément parce qu'il y a un risque inacceptable en termes de traitement des données à caractère personnel des citoyens européens, puisque ces données personnelles peuvent être, récupérées à tout moment par des agences de renseignement américains et pas, des gens à haut profil, c'est tout le monde, quoi. Bon. Ça, c'est le premier rapprochement à faire et le deuxième, c'est que, bah, en fait, des affaires comme ça, on en a constamment. Il y a tout le temps des histoires qui sortent, sur la manière dont les données, des personnes sont collectées sans leur consentement, sans voilà. Ça peut être, par exemple, les caméras, installées sur les véhicules Tesla qui se retrouvent où il y a des travailleurs, enfin des employés de la société, qui, repèrent des vidéos qui les intéressent et puis qui se les partagent en interne, des vidéos à caractère intime, hein, voilà, ou des gens qui se mettent nus à côté de leur voiture ou ce genre de choses, qui savent pas qu'en fait, ces caméras sont susceptibles de les enregistrer à tout moment, que ces enregistrements peuvent être récupérés et puis ensuite ils disparaissent dans la nature. Amazon fait la même chose avec, les caméras Ring, donc ça c'est un truc, qui est très développé aux États-Unis. Donc en fait, c'est une caméra qu'on installe au portillon, voilà, pour voir qui est en train de sonner à la porte et ben, à ce moment-là, ils en ont même fait un programme télé, à un moment. Ils se sont dit que Amazon s'est dit que c'était marrant, que c'était une bonne idée de créer un programme qui compilait les meilleures vidéos, les plus drôles d'Amazon Ring. D'ailleurs, on en trouve en quantité sur internet. Ça peut être parce que ça a été publié par le propriétaire de la maison, mais en même temps, Amazon s'arroge le droit de collecter ces vidéos à tout moment. Donc bon, voilà, à ce moment-là, moi, j'ai pas donné mon consentement pour ce genre de choses et quand je vois en passant dans la rue que, il y a des caméras de ce style-là qui sont installées, aux portes des maisons, je trouve ça inquiétant, voilà. Pour continuer sur cette question de la réglementation, tu as publié récemment un article, où justement tu soulignais le rôle, crucial ou hyper important du RGPD dans la production et le déploiement des systèmes, d'IA au sein de l'Union européenne. Est-ce que tu pourrais, bah, préciser un peu ce rôle ou en tout cas, toi, comment tu vois les choses et peut-être, faire un parallèle, sur la façon dont ça se complète éventuellement avec la nouvelle réglementation, de l'AI Act? Le règlement sur l'IA précise justement qu'il ne remplace en aucun cas le RGPD. Les obligations, relatives au RGPD continuent de s'appliquer. Il y a aussi un rôle qui est attribué, de base aux agences de protection des données sur, le contrôle de certains modèles d'IA. Je me souviens plus exactement desquels. Donc en fait, ça revient à dire que le RGPD continue de s'appliquer et puisqu'on est en train de parler de systèmes d'IA qui nécessitent souvent des données à caractère personnel, en tout cas pour ceux qui ont besoin de données à caractère personnel, le RGPD s'applique. Il n'y a pas de question là-dessus. Voilà. Et le règlement général sur la protection des données, à mon avis, est un excellent outil pour aborder ces questions-là du point de vue de la régulation. Moi, ce que j'avais écrit dans cet article de recherche consiste à dire que la régulation, ça n'est pas juste la loi. Ça n'est pas ce que dit un texte de loi, c'est la manière dont les personnes concernées s'en saisissent. Une réglementation de ce style-là, elle met des
elle cartographie en quelque sorte une activité économique. Elle dit ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà, elle met des bornes. Elle dit, voilà, c'est dans ce cadre-là que vous avez le droit, par exemple, collecter des données à caractère personnel et voilà l'usage que vous avez le droit d'en faire. Voilà l'usage commercial, voilà. Hem, mais la régulation, en fait, c'est la manière dont le mode de production se fait dans la réalité. C'est-à-dire, c'est le compromis entre les institutions, les acteurs qui participent à ce mode de production. Donc ça veut dire que en réalité, la régulation, ce sont les entreprises qui la font en partie. En plus, des, agences chargées de, l'application de cette réglementation. Et moi, ce que je dis donc, c'est qu'en fait, bah, il y a 2 acteurs, fondamentaux qui sont laissés de côté, beaucoup trop laissés de côté, qui sont les travailleurs, qui notamment les travailleurs, de plateformes et d'entraînement des modèles d'IA et les consommateurs, les usagers. Et ce sont 2 grands groupes qui sont absolument fondamentaux, à la fois parce qu'ils produisent du travail et des données personnelles et puis aussi parce que, ils sont souvent victimes, d'agissements qui sont contraires à ce que dit la loi et donc il serait temps pour eux, il serait temps qu'ils puissent s'organiser de manière à avoir une influence, à peser aussi à leur tour, dans la régulation. Et on en a quelques exemples. On a des travailleurs, pour Uber, des chauffeurs qui ont porté plainte auprès de la CNIL, qui a ensuite transmis ça à l'Agence, néerlandaise de protection des données. Ils ont exercé leur droit d'accès parce que parmi les choses qu'ils voulaient comprendre, c'était pourquoi, 2, chauffeurs ayant la même course sont payés différemment, par exemple, ce genre de choses. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils exercent leur droit d'accès. Très concrètement, le droit d'accès, ça veut dire: je demande à une application ou à, un service que j'utilise de me transmettre toutes les données, relatives à moi, relatives à mon ce genre de choses. Uber ne s'étant pas exécuté, ils se sont pris, 2 amendes, l'année dernière à la fin de l'année, il me semble aussi. Une pour non-respect du droit d'accès, puisque, les informations, qu'ils ont fournies aux chauffeurs étaient, bateaux, en fait, c'était très, très loin de du compte et la deuxième pour un transfert indu de données, vers un pays tiers, qui n'avait pas, les, garanties, nécessaires du point de vue du RGPD. Donc voilà, ça c'est un exemple concret, il y en a d'autres, il devrait y en avoir beaucoup plus et il devrait en fait, ça c'est ce que j'argumente, hein, il devrait y avoir, un début de coordination entre, par exemple, hem, les, les organisations de défense des droits des consommateurs et les, syndicats ou les organisations représentant, travailleurs du clic. Voilà. Comme, d'ailleurs, c'est le cas au Kenya. Parce que, désormais, les ex-travailleurs, les ex-modérateurs de contenu qui étaient, au Kenya, qui étaient exploités, voilà, ont commencé à s'organiser et à créer aussi leur propre syndicat. Et ça, c'est une nouveauté dans cet univers-là. J'ai une question un peu plus, macro, mais, on entend quand même pas mal parler de l'impact environnemental du numérique et des systèmes d'IA. En tout cas, c'est un sujet qui est sur la table. Beaucoup moins, celui de l'impact, social, on va dire et la question de la captation des données personnelles et notamment, alors ça, c'est juste moi qui parle, mais j'ai l'impression d'entendre une petite musique quand même assez régulièrement de, «Si vous avez rien à cacher, il y a pas de problème pour qu'on capte vos données personnelles et puis c'est pour votre bien, on va améliorer les services, vous inquiétez pas, on fait rien de toutes ces données». Comment, selon toi, on pourrait mieux, sensibiliser à la fois, le public, donc tu parlais, des consommateurs, de ces travailleurs, les décideurs et les entreprises, pas forcément celles qui produisent ces technologies, mais celles qui les utilisent parce qu'il y a quand même dans ces entreprises des personnes qui auraient envie peut-être de faire différemment. Comment on peut mieux sensibiliser à ces enjeux-là, à la fois, sur la question environnementale, sur la question des données personnelles, sur la question de l'impact social de la production de ces systèmes d'IA et peut-être quels seraient les leviers d'action pour, faire un petit peu bouger les choses? Par rapport à cette réaction des gens qui disent: «Je n'ai rien à cacher», moi j'ai envie de dire
bah, si vous avez rien à cacher, montrez-moi le contenu de vos poches et montrez-moi toutes vos conversations, tous vos SMS. Vous avez rien à cacher. Bah, ne me cachez rien. Mais enfin, à la limite, mettez-vous nu devant moi. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie? On a forcément des choses qu'on n'a pas envie de partager. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que même des personnes qui sont très informées n'ont qu'une idée parcellaire, en fait, de la totalité des données qui sont collectées et de leur intérêt. Le troisième élément, c'est que la protection des données et de la vie privée, c'est quelque chose d'absolument essentiel et que les gens qui sont les plus susceptibles de subir des abus de la part, notamment d'un État ou, d'une entreprise, le savent mieux que les autres. Lorsqu'on est dans une situation de travail où, le patron est, susceptible de vous vouloir du mal, alors à ce moment-là, on sait qu'on a intérêt à ne pas lui donner les armes, dont il pourrait avoir besoin pour, vous faire du tort. Et même chose avec, enfin voilà, de tout un tas d'autres situations. Donc ça, c'est faux. On a forcément des choses à cacher parce qu'on a forcément un cercle d'intimité dans lequel on ne veut pas que tout le monde s'immisce. C'est voilà, ça c'est absolument essentiel et donc effectivement, il y a un travail monumental à faire pour, contrer la, le discours de la part des GAFAM. Parce que c'est ça aussi, c'est que Apple se met en scène, entre à dire, qu'il protège la vie privée des gens. C'est, enfin voilà, c'est, essayer de vous présenter la chose comme étant plus confortable, plus facile, plus tout un tas de choses. Ça veut aussi dire que ça crée une dépendance à des outils numériques dans lesquels on se retrouve enfermé. Hem, ça nous rend, illettrés d'un certain point de vue. Ça nous rend analphabètes par rapport aux outils dont on se sert. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que c'est que, Zoom, on ne comprend pas ce que c'est que Microsoft Teams, on ne comprend pas, ce que c'est que Chrome, on ne comprend pas ce que c'est que Microsoft. On ne sait pas, tout est fait en fait aussi pour dissimuler ou pour empêcher, enfin voilà, pour les gens d'avoir, les un peu plus un minimum de contrôle sur les outils qu'ils ont achetés et c'est aussi ça qui est un peu hallucinant, quoi. C'est qu'on paye 2 fois tous les outils numériques dont on se sert. On le paye avec de l'argent et puis ensuite on continue de le payer avec des données. On paye une application 2 fois aussi, avec des données et avec de l'argent. Donc moi je suis pas certain qu'il y ait un remède immédiat, facile. Hem, je vais dire quand même ceci, hem, moi je suis inquiet pour l'avenir et je suis pas du tout convaincu que, on se retrouve, que le numérique puisse, continuer dans sa trajectoire actuelle. Que les entreprises et l'économie du numérique puissent se poursuivre dans leur trajectoire actuelle. Parce que ça consomme une énergie monstrueuse. On est déjà en train, d'assister à des luttes politiques pour savoir, par exemple en Irlande et aux Pays-Bas, à qui attribuer les ressources, heu, en électricité nécessaires. Est-ce que ça va être à des data centers ou est-ce que ça va être pour assurer, les nécessités, des foyers, qui sont dans les mêmes villes? Microsoft a aussi annoncé, la création d'une centrale à charbon ou à gaz, je ne sais plus, pareil en Irlande. Heu, là, Microsoft, Google et les autres sont en train d'exploser complètement les objectifs climat qui s'étaient fixés. Parce qu'ils se disent qu'il faut absolument foncer dans cette lutte, et avec l'arrivée de Donald Trump, c'est la même chose. Donc je ne suis pas convaincu qui continueront d'avoir les moyens de leurs ambitions d'un point de vue environnemental. Parce que ça représente une gabegie d'électricité et d'eau et de ressources et qu'à un moment ou à un autre, les ressources étant finies, hem et étant donné, l'avenir, à court et moyen terme, qui nous attend, je ne suis pas convaincu, qu'ils puissent continuer, voilà, de consommer, autant, d'énergie, d'électricité qu'ils le souhaitent. Une dernière question pour, clôturer cet entretien, mais si tu avais, en tête, des propositions, 2-3 grandes pistes d'action justement pour, peut-être déjà se réapproprier un peu plus ces technologies, mieux comprendre comment ça fonctionne et mieux prendre en compte ces enjeux. Ils sont multiples et
dans les développements de l'IA et des technologies numériques, peut-être d'un point de vue français ou européen? Ce serait quoi, selon toi, les 2-3 grands axes sur lesquels on pourra avoir un levier d'action ou une capacité à faire un peu bouger les choses? Bah, moi, je dirais qu'à l'échelle individuelle, c'est dans notre intérêt. Par exemple, c'est dans mon intérêt à moi de, me passer au maximum, de Google, Microsoft, Facebook. Donc je sais que c'est très difficile, hein, voilà. Si on peut se passer d'un smartphone, bah, on peut on s'en passe, quoi. Si on peut, transférer ses données en passant par, voilà et utiliser un autre, un fournisseur de services, qui soit en open source et qui sache minimiser, en fait, l'impact environnemental, par exemple, c'est bien. Faut passer par Framasoft, faut utiliser Linux, ce genre de choses, quoi. Et ça, c'est au niveau individuel et ça, c'est dans notre intérêt personnel. Moi, en tant qu'individu, c'est mon intérêt de faire ça, de manière très concrète, très immédiate. Non, à l'échelle plus grande, bah, il y a quelque chose qui s'annonce à l'horizon, effectivement, avec l'avènement de Donald Trump et avec, la manière dont Elon Musk se mêle de politique, désormais en Allemagne, et au Royaume-Uni. C'est que maintenant les discours qu'on entendait sur la souveraineté du numérique vont avoir un poids essentiel. Maintenant, alors que c'était ignoré, en 2022 lorsqu'Elon Musk avait, pris, tête Twitter, ce sont, carrément des partis politiques entiers, ce sont carrément des rédactions comme celle du Monde qui annoncent qu'elles quittent Twitter, qu'elles s'en vont, que c'est plus possible. Ah bah, tout d'un coup, on se rend compte maintenant que, en fait, l'Union européenne est totalement sous la coupe, des GAFAM, quoi. Et que ce sont des acteurs étrangers, ce sont des acteurs hostiles et que s'ils le veulent, toute cette, structure leur permet d'avoir une influence démesurée sur les affaires européennes. Donc il y a, longtemps que les acteurs du numérique libre et que, les organisations de défense, des droits numériques, heu, essaient de faire valoir, ce sujet, au niveau nationaux et européens. Mais jusqu'à présent, c'est ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que dans les 10 dernières années, je ne sais pas si on peut compter le nombre d'accords qui ont été passés entre Microsoft, Apple, et Google et le ministère de l'Éducation français. C'est ça qui s'est passé. Des projets pour équiper pour équiper, des départements entiers de tablettes, heu, Microsoft ou Apple, heu, pour les donner à des collégiens. Alors à ce moment-là, les collégiens, ils sont éduqués à vivre dans une situation de dépendance numérique. Au lieu, de faire le seul service à ma connaissance qui a développé son propre système autonome, c'est la gendarmerie. Je crois que c'est les gendarmes qui sont à peu près les seuls à avoir développé leur propre, bah, je crois que c'est un système opérateur, hein, à part entière et à ce moment-là, bah, effectivement, ils ont un degré d'autonomie, que les autres ne connaissent pas. Donc voilà, je crois bien qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, d'absolument urgent à faire. Donc en résumé, c'est, envisager de faire appliquer la réglementation européenne une bonne fois pour toutes, pour de bon. Heu, voilà. La deuxième, c'est, commencer à envisager des solutions, des logiciels, numériques, développés en Europe. Idéalement, sur le modèle des communs numériques et pas, pour créer l'équivalent d'un Google européen. Ça, il faudrait l'éviter à tout prix. Voilà et finalement, en fait, minimiser, notre utilisation, du numérique, quoi et donc ça, c'est effectivement de manière très concrète, par rapport au sujet de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a vraiment besoin de ChatGPT? Moi, je suis pas convaincu. Je suis absolument pas convaincu que pour la plupart des usages qui en sont faits à l'heure actuelle, ça soit vraiment nécessaire. C'est un truc aussi hem, qui crée une forme de dépendance en termes de connaissances. Parce que si, je me dis et je sais que ça va faire, un peu boomer ce que je m'apprête à dire, ça va faire un peu vieux jeu, mais il n'empêche que c'est vrai. C'est que là, c'est quelque chose qui est fondamentalement inquiétant. Si je ne m'appuie que sur, ChatGPT pour m'apporter des réponses par rapport à des connaissances que je suis censé avoir. Donc par exemple, je suis étudiant en droit et à chaque fois qu'il faut que j'aille chercher une référence, de droit dans le texte de droit, je n'utilise que, ChatGPT et ben, ce sont des connaissances
que je n'aurai pas. Donc le jour où le service cesse de fonctionner, parce qu'il y a une panne informatique, parce que OpenAI décide de cesser de le mettre à disposition en Europe, c'est gênant, quoi. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir ce qu'ils appellent une hallucination. Peut-être qu'il y aura une information qui est fausse et moi je ne l'aurais pas vérifiée. Parce que je fais confiance à ce truc-là. Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à mes questions. Puis j'espère à bientôt alors. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.